Madame, Monsieur, nous accueillons un célèbre professeur de l'université d'Oxford en Angleterre. Il est également affecté à d'autres universités au Japon, au Qatar. Son domaine de prédilection, les études islamiques contemporaines. Le professeur Tariq Ramadan est diplômé en littérature française et philosophie de l'université de Genève. Et il possède également un doctorat en islamologie arabe. Il a également une formation en sciences islamiques de l'université d'Al-Azhar en Égypte. Tariq Ramadan, vous êtes à votre 10e visite à Maurice depuis 1995, donc on peut dire un habitué de notre île. Au fil de vos visites chez nous, quels sont les changements que vous avez constatés dans notre pays? Écoutez, d'abord, oui, ça fait longtemps que je viens, 18 ans, ma 10e visite, et j'ai dit depuis très très longtemps que Maurice était mon pays d'adoption parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Les constantes qui font que Maurice reste Maurice, c'est effectivement cette diversité, cette ouverture, le climat, la chaleur humaine, la diversité. Je reviens ici et j'en profite d'ailleurs pour transmettre mes condoléances et ma sympathie pour les familles des victimes de ce qui s'est passé, de la catastrophe ici et de ces catastrophes naturelles. Donc des constantes et puis des changements avec une volonté dans les citoyens et auprès des citoyens que j'ai rencontrés de vouloir toujours améliorer ce vivre ensemble. Et ça, c'est la qualité que l'île Maurice doit préserver. Et justement, on va démarrer avec la catastrophe naturelle que Maurice vient de connaître quelques jours de cela. Donc il y avait des pluies meurtrières en l'espace de 2 heures. Beaucoup parlent d'un dérèglement de la nature qui émerge aux 4 coins du monde avec de nouveaux phénomènes comme El Niño, El Niña, le tsunami. Tariq Ramadan, quelle est votre lecture du changement climatique mondial? D'abord, ce que nous devons faire par rapport aux victimes, encore une fois, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres contrées d'Asie ou d'Afrique, eh bien, de rappeler notre dignité humaine par la solidarité. Il y en a eu ici sur d'autres îles, il y en a eu partout. Il faut dire ceci. Il faut dire ceci parce que ça renvoie à notre responsabilité humaine de solidarité. Et puis ensuite, ça renvoie à notre responsabilité humaine comme sujet dans l'histoire et de nous rendre compte aujourd'hui que nos modes de vie, que ce soit dans les pays les plus industrialisés, que notre façon de négliger la nature, eh bien, est en train de provoquer aujourd'hui, à travers le monde, ces dérèglements dont vous parlez. On parle du réchauffement de la planète, mais pas seulement. On voit aujourd'hui les tsunamis qui se multiplient. On voit aujourd'hui le réchauffement climatique, mais également ces inondations un tout petit peu partout dans le sud. Et malheureusement, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui est le mode de vie des plus riches, finalement, va finir par s'abattre par la colère de la nature auprès des plus pauvres, parce que ça reste encore les sociétés les plus pauvres qui payent. Et donc il faut de ce point de vue qu'une conscience humaine, que l'on comprenne que ce n'est pas une affaire nationale, que ce n'est pas l'affaire de Maurice, c'est une affaire internationale, c'est la conscience humaine aujourd'hui, toute tradition confondue, qu'on soit athée, agnostique ou religieux, tous nous devons aujourd'hui comprendre que nous avons une responsabilité. Et ce que nous pouvons aussi attendre des gouvernements, c'est une collaboration. Cette catastrophe a engendré une solidarité nationale exemplaire, brisant toute barrière sociale, ethnique, religieuse pour venir en aide aux victimes. Maintenant, la question qui se pose, comment pérenniser cette fraternité nationale? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est développer la solidarité, non pas simplement dans la catastrophe, mais la solidarité, comme vous l'avez dit, dans l'humanité. Et la solidarité dans l'humanité, c'est toujours de se rappeler d'une chose, c'est que notre dignité humaine passe avant nos appartenances singulières, que ce qui fait la dignité de l'être humain, femme ou homme à Maurice, c'est qu'il est une femme ou un homme et qu'ensemble ils doivent vivre au-delà de leurs appartenances. Si on commençait par cela, on aurait une solidarité, non pas face à la catastrophe, mais une solidarité dans la construction de l'avenir de l'île de Maurice. Et ça demande à chacun d'entre ceux qui nous regardent ce soir de comprendre que elle ou il est directement responsable de changer cela. Parce qu'on peut être assis en se disant que nous avons une très belle discussion, tout ceci c'est très beau, puis on éteint la télévision et on devient égoïste après le programme comme on l'a été juste avant. La solidarité, c'est un acte d'un sujet, d'une femme et d'un homme qui décide de le montrer tous les jours de sa vie. Et maintenant, Tariq Ramadan, on va rester dans la région. Juste avant de venir à Maurice, vous étiez à l'île de la Réunion. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage dans notre île sœur?
C'est votre île sœur et elle est très différente à la fois. C'est vrai que c'est une île française et qu'elle est très très liée à la métropole, mais il y a des dynamiques qui sont tout à fait intéressantes. J'ai pu rencontrer le maire comme je rencontre des politiques en France ou ailleurs en Europe, et il m'a dit une chose que je n'oublierai pas, parce que je n'étais pas tout à fait au courant de cela. Je me renseigne sur les destin des hommes, mais quand il m'a dit que dans cet océan que vous partagez tous, eh bien, c'est le plus grand cimetière marin entre Anjouan où des femmes et des hommes vivent dans la pauvreté. Ils essayent de se sauver en allant à Mayotte, et même il en est qui viennent jusqu'à l'île Maurice. C'est une responsabilité. On parle de solidarité, mais on parle aussi de dignité. On parle Donc aussi... ça se passe dans les environs de l'île d'Anjouan? Voilà, c'est-à-dire tous les jours, il y a des bateaux qui tombent, et ceux qui prennent le bateau le jour d'après, ils cherchent du travail, ils cherchent la survie. Et maintenant, Tariq Ramadan, passons à la situation dans le monde. On fait face actuellement à une situation assez paradoxale au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des endroits qui vous passionnent. Il y a la chute des dictateurs, comme en Irak, en Libye, en Tunisie et aussi en Égypte, un pays que vous tenez à cœur. Mais ce qu'on voit, c'est que ces pays peinent à se stabiliser durablement. Pour vous, qu'est-ce qui bloque leur épanouissement malgré un régime démocratique qui est en place? Écoutez, moi, mon dernier livre parle de ce sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Islam et le réveil arabe pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, comme vous l'avez dit, de l'Irak qui fut le premier pays et dont George Bush nous disait au moment où ils étaient entrés sur un mensonge, en fait, il nous disait que c'était le début du processus de démocratisation dans la région. Eh bien, nous avons vu tous les pays que vous avez cités, en commençant par la Tunisie, l'Égypte. Avec le printemps arabe. Exactement, et ce qu'on a appelé le printemps arabe. Moi, dès tout de suite, j'étais très, très, très prudent. Je ne parle pas de printemps arabe et je ne parle pas encore de révolution. Je parle de soulèvement et de situation transitoire. Notre problème aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la région. Il faut l'analyser, non pas simplement en termes politiques, mais en termes géostratégiques et économiques. On est en phase de transition. 2 ans pour des processus de changement, ça n'est rien, donc il faudra plus de temps. Mais il ne faut pas lire simplement les transformations de l'État, la chute des dictatures. Ça, c'est déjà une très très bonne chose, que les dictateurs soient tombés, que nous soyons dans une véritable révolution intellectuelle, des populations qui savent aujourd'hui qu'elles peuvent dire non au dictateur et le faire tomber en lui disant dégage en Tunisie ou en lui disant en arabe que le peuple veut la fin de ce régime. Tout ça, c'est important. Toujours, Tariq Ramadan, la stabilité peine à venir. Et c'est exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'instabilité, la démocratisation et la démocratie, elle ne se fait pas sans stabilité économique. Or, tous ces pays sont des pays à l'économie assistée. Et c'est peut-être ceci qu'il faut aujourd'hui regarder de plus près, que le processus de démocratie politique ne sera réel que si l'on regarde ce qui se passe au niveau économique. Or, tous ces pays sont assistés avec des nouveaux acteurs dans la région. Et il y a une compétition entre les États-Unis et l'Europe, les anciens acteurs, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Indonésie, qui sont aujourd'hui, et la Malaisie, qui sont de nouveaux acteurs. Donc aujourd'hui, on est dans une situation difficile. Il faut célébrer la fin des dictatures, être prudent dans les processus de démocratisation et ne pas oublier les facteurs économiques comme processus de stabilité. Et là, Tariq Ramadan, il y a aussi la situation en Syrie qui détériore de jour en jour. Plus de 60 000 personnes ont été tuées en 2 ans. En 2 ans depuis le début du conflit à la mi-mars 2011. Pourquoi tout ce temps, Tariq Ramadan, avant que la communauté internationale intervienne en Syrie? Vous voyez, quand il s'est agi d'aller prendre et protéger les ressources pétrolières en Libye, la décision a été prise en 2 semaines. Parce que la Libye a la richesse. C'est pas parce qu'on aimait bien les Libyens, c'est parce qu'on aimait bien leur pétrole. Donc on est intervenu. Et quand il s'est agi de la Syrie, eh bien, rien ne bouge. Et rien ne bouge, 170 personnes meurent par jour dans ce drame. Et vous avez cité plus de 60 000 morts avec plus d'1 million de réfugiés. La situation est catastrophique. Et je vais vous dire, je suis devenu cynique par rapport à cette situation. J'ai cette fâcheuse impression qu'il y a un accord entre les États-Unis et l'Europe, la Chine et la Russie d'un côté, pour ne pas être d'accord. Parce qu'une Syrie faible, c'est géostratégiquement toute la région qui est faible. Ça veut dire ce qu'on appelle au département d'État américain un conflit de basse intensité. Il ne va pas déborder,
il permet d'envoyer des armes, de déstabiliser une région. Et cette région déstabilisée, on arrive aujourd'hui à une énorme division, excusez-moi, qui est aujourd'hui la réalité dans cette région du monde, entre les chiites et les sunnites, entre des alliés qui s'opposent, et c'est la fragilisation de toute la région. En termes économiques, ça fait beaucoup d'argent. En termes géostratégiques, ça protège certains intérêts, dont celui central du conflit israélo-palestinien. Et en termes politiques, les populations souffrent. Il y a aussi la situation au Mali. Là-bas, on voit que la communauté internationale a réagi promptement. Oui, alors, encore une fois, vous savez, j'y étais il y a 5 ans, puis j'y étais encore il y a 3 ans, où j'avais eu l'occasion de rencontrer le président ATT, comme on l'appelle, et avant qu'il ne démissionne, et il me disait lui-même combien il ne comprenait pas la stratégie et internationale et française dans la région, et même où des personnes que j'ai rencontrées de l'armée me disaient on ne comprend pas, tout est fait pour radicaliser les gens. Et pendant 5 ans on n'a rien fait, et tout à coup on nous dit c'est le moment d'agir. Et un pays européen, la France, devient l'ami des Maliens et va s'installer et intervenir, et en l'espace de 3 semaines pratiquement remonter à l'extrême nord, tout près de l'Algérie. Ce qu'on ne nous dit pas dans toute cette affaire, c'est que ce dont on parlait également par rapport à la Syrie, c'est que les découvertes récentes dans le bassin mauritanien, bassin nigérien, bassin nord-malien, est plein de ressources pétrolières, d'uranium et de potentialité pour le futur. Donc il y a des interventions militaires qu'on nous présente comme des interventions pour sauver des êtres humains, mais qui ont malheureusement d'autres intérêts économiques en vue. Vous avez aussi cité la relation israélo-palestinienne. Disons, selon vous, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel? Vous parliez tout à l'heure de ce qu'on a dit du printemps arabe, de ces soulèvements. Le peuple palestinien est le peuple oublié de l'ensemble de cette évolution-là. À l'heure où je vous parle, le processus de colonisation continue. Ceux de mes amis et ceux des spécialistes et des experts qui sont allés sur le terrain vous le disent aujourd'hui. La solution de 2 États est pratiquement morte. C'est-à-dire que la Cisjordanie et Gaza et aujourd'hui Jérusalem sont en voie de colonisation lente. Et on ne nous le dit pas. Et ce dont on parle justement, toute la région est fragilisée et Israël continue sa politique de peuplement et sa politique également de répression. Quand on a tué une fois 1400 personnes, dont la majorité des civils, et qu'ensuite on est de nouveau retourné à Gaza et que le monde entier n'est pas intervenu, eh bien il y a du cynisme. Très rapidement, en Libye, les Nations Unies, la Ligue arabe avait demandé une zone d'exclusion aérienne. Immédiatement, la communauté internationale a sauté là-dessus pour intervenir avec l'OTAN. On les avait demandé exactement la même chose pour Gaza, et rien n'a été fait. Et le nombre de civils tués, de femmes et d'enfants tués, s'est multiplié d'une façon indigne pour la communauté internationale. Mais ce sont des Palestiniens qui ne comptent pas, malheureusement, aujourd'hui. Tariq Ramadan, vous intervenez régulièrement sur ces questions sur des chaînes de télévision internationales. Certains écoutent vos opinions, d'autres vos critiques. Nous allons voir maintenant votre parcours qui a mené à votre célébrité mondiale. Reportage. Tariq Ramadan est né le 26 août 1962 à Genève. Aujourd'hui, c'est un islamologue, théologien et universitaire qui parcourt le monde. Intervenant régulier sur les chaînes internationales comme la BBC, CNN ou France 2, on retient surtout son débat télévisé avec Nicolas Sarkozy, alors ministre français de l'Intérieur, en 2003. En 2005, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair avait fait appel à lui pour analyser l'extrémisme en Angleterre. Depuis plusieurs années, il est pleinement engagé dans le débat concernant l'islam en Occident et dans le monde. Parmi ses distinctions, Time Magazine l'a nommé comme l'un des 7 innovateurs religieux du XXIe siècle. Ce même magazine américain l'a ensuite élu comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2004. En novembre 2006, le magazine European Voice lui a remis le prix de l'Européen de l'année dans la catégorie des personnalités n'étant pas citoyennes d'un pays membre de l'Union européenne. Outre ses affectations académiques, le professeur Tariq Ramadan est expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement européen. Ses opinions sont diversement interprétées, mais lui, il maintient qu'il demeure un intellectuel indépendant. Tariq Ramadan, on vient de voir votre
parcours dans ce reportage la question que beaucoup de gens veulent savoir. Qui est Tariq Ramadan? Ben écoutez, en fait, c'est pas très important ce que je suis plutôt que le message que je porte, mais c'est vrai que, si vous voulez, moi je suis un intellectuel et en même temps je suis quelqu'un qui agit sur le plan social. J'ai commencé ma vie dans la solidarité, dans le travail en Amérique du Sud, en Afrique et en Inde. J'ai passé du temps avec les autres traditions, des théologiens de la libération, Dalai Lama, et j'ai approfondi mon enracinement dans la tradition musulmane. Vous le rappeliez au départ, avec une formation avec des savants d'Al-Azhar dans cette discipline. Donc, je viens d'un horizon qui est la tradition musulmane et je me suis ouvert au monde. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est rester fidèle à ma tradition tout en relevant les défis de mon époque, mais pas tout seul, pas les musulmans contre tous les autres. Les musulmans avec les chrétiens, avec les hindous, avec les bouddhistes, avec les athées et avec les agnostiques, parce que nous avons aujourd'hui des défis communs. Donc un souci de fidélité à ce que je crois et un souci d'ouverture à ceux qui viennent d'autres horizons. Et vous agissez en toute indépendance ou vous êtes attaché à une association quelconque? Non, mais justement, ça a été une chose qui m'a beaucoup exposé, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, j'ai décidé d'être autonome intellectuellement, indépendant, financièrement et politiquement. Ce qui fait que j'ai critiqué des deux côtés de, si vous voulez, du paysage politique et du paysage même culturel et des civilisations, c'est-à-dire que j'ai été interdit pendant un certain nombre d'années des États-Unis, d'un certain nombre même de France à un moment donné pendant 10 mois, parce que je mettais en évidence que l'intervention en Irak était une erreur, parce que je critiquais le soutien unilatéral à Israël dans le déni des Palestiniens et que ça, on ne voulait pas l'entendre. Et maintenant, vous pouvez circuler librement dans ces pays? Maintenant, je circule librement dans ces pays. Au contraire, je suis même demandé dans les hautes instances comme quelqu'un qui est un observateur et à qui on demande une opinion. Et d'un autre côté, j'ai été interdit de 6 pays majoritairement musulmans parce que je faisais la critique en Égypte, en Libye, en Syrie, en Algérie. Ce sont des pays que j'ai critiqués jusqu'à l'Arabie Saoudite où j'ai dit que ce qui était l'hypocrisie fondamentale du gouvernement, et certains pays ont été libérés maintenant, mais ma position elle est celle-ci, elle est importante. Votre question c'est, est-ce que je parle de l'indépendance ou est-ce que je parle pour des intérêts particuliers? Si c'était pour des intérêts particuliers, eh ben, je serais d'un côté ou de l'autre. Non, j'ai décidé d'une voie qui est une voie d'autonomie, une voie critique, une voie qui est exigeante parce qu'il faut s'exposer, parce qu'on en paye le prix, parce qu'à un moment donné on vous dit, dans ce pays-là vous ne rentrerez pas, comme ça a été le cas sous l'administration Bush. Et l'administration Obama a levé cette interdiction-là. Donc je me promène à peu près partout dans le monde, mais mon souci, où que je sois, moi je suis à Oxford aujourd'hui, c'est de critiquer le gouvernement britannique librement. Je travaille aussi au Qatar, je critique le gouvernement du Qatar librement. Cette liberté est une condition d'une santé intellectuelle préservée. Vous vivez en Europe, là où il y a plusieurs économies qui s'écroulent. On voit la Grèce, Chypre, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal. En tant qu'Européen, comment est-ce que vous vivez la crise financière en Europe? Ben écoutez, elle est très difficile, elle est très dure et elle révèle plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays que vous avez cités, que ce soit en Grèce ou en Espagne ou en Italie, Portugal également, on a vu des gouvernements qui étaient élus tomber et être remplacés par des technocrates, ce qui veut dire en fait que des situations économiques dangereuses remettent en cause nos droits politiques démocratiques, parce que en général, dans l'ordre de l'économie, il n'y a pas de démocratie. Ce sont des multinationales, des grandes corporations et des technocrates qui viennent et qui ne sont absolument pas dans l'ordre de la démocratie. Les crises nous fragilisent en termes de protection financière et nous vulnérabilisent en termes de droits politiques et en termes de droits citoyens. C'est très 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 grave ce qui se passe aujourd'hui à l'ordre de l'Europe, mais on a parlé de l'Europe, mais on aurait pu parler également de la crise qui avait commencé aux États-Unis et qui a mis à la porte tellement de citoyens où ils ont perdu leur argent et leur demeure. Selon la Banque mondiale, il y a 2,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. 2 dollars signifie moins de 60 roupies mauriciennes par jour. Pourquoi autant de pauvres dans le monde? Alors vous savez, l'une des réponses des riches un temps à la conférence sur les populations au Caire, c'était de dire aux pauvres, faites moins d'enfants.
Mais la réponse des pays du pauvre, c'était de dire aux riches, distribuez davantage. Quand vous voyez les parachutes dorés que l'on donne à certains chefs d'entreprise quand ils quittent, qui se chiffrent en 15 millions, 20 millions, 100 millions, et que vous avez les chiffres que vous venez de mentionner, nous sommes dans l'indécence. Nous sommes dans l'indécence, même parfois dans les sommes qui sont données à des joueurs, des sportifs. On va dans un sens, il n'y a plus d'éthique. Et ce manque d'éthique dans l'économie, ce manque d'éthique dans la distribution, nous sommes deux et nous parlons de solidarité et des êtres humains regardent la télévision qui sont d'une richesse mais incroyable, qui pourraient nous regarder en disant mais c'est très bien, mais ils aiment le discours de solidarité et partagent peu. Aujourd'hui, nous devons tous apprendre à être solidaires. Il faut aussi qu'on se pose la question de savoir ce que l'on consomme. Des fois, on porte des vêtements, des fois, on consomme des choses. On ne se pose même pas la question de savoir quel est l'esclave qui l'a produit. Et quand c'est l'esclavage qui produit nos beaux vêtements, il faut peut-être reconsidérer notre consommation. Ça, c'est aussi un acte citoyen, un acte de dignité humaine. La société souffre d'une perte de valeurs, des valeurs comme le respect, l'amour, le partage disparaissent, Tariq Ramadan. Selon vous, comment restaurer cet effritement de valeurs? Les valeurs se perdent et il faut réinstaurer cela dans différentes sphères. C'est dans les familles. Parce que souvent les parents renvoient ceci à l'école et démissionnent un peu trop. Donc il faut que des parents, des mamans, mais aussi des papas. Les papas ne jouent pas suffisamment leur rôle dans la transmission, pas simplement de l'autorité. Le père autoritaire, il ne faut pas que ce soit ça. Le père et la mère qui accompagnent le respect, l'amour des parents, le fait de toutes ces valeurs qui sont tellement mauriciennes et qu'on partage tous. Je veux dire, n'importe quel hindou, n'importe quel musulman, n'importe quel chrétien qui entend ça, n'importe quel être humain qui entend le respect par rapport à ses parents. Cette transmission, il faut se réconcilier avec ceci. Et il faut que dans nos écoles, cette obsession de la réussite scolaire, du diplôme, et qui n'est pas accompagné de la solidarité vis-à-vis du collègue élève, de l'étudiant, eh bien il faut de ce point de vue-là qu'on se réconcilie avec ces valeurs-là. Ça, c'est un acte que nous tous, nous devons tous à travailler ensemble. Vous savez, on a un mot en arabe qui dit le djihad, et dans la scène internationale, le djihad, c'est considéré comme la guerre ou la guerre sainte. Non, c'est l'effort. On devrait avoir un djihad pour le respect, un effort déterminé pour enseigner le respect et vivre avec. Dernier volet de l'émission, Tariq Ramadan, c'est l'islam. Un récent sondage du journal Le Figaro révèle qu'une majorité de Français trouvent que l'islam constitue une menace pour l'identité de la France. Nous pouvons transposer cette conclusion sur d'autres pays occidentaux. Tariq Ramadan, pourquoi cette peur de l'islam ? Écoutez, d'abord il y a un phénomène qui est une peur générale sur les identités, la globalisation. Les gens ne savent plus très bien quelle est leur identité et il se trouve que l'islam et les musulmans, c'est un phénomène transnational. C'est-à-dire il y a une présence partout, forte présence maintenant aux États-Unis, forte présence en Europe. Et donc, qui sont-ils et qui sont ces gens-là? Et la perception est négative. Et c'est vrai que la perception est négative. Maintenant, des questions telles qu'elles sont posées parfois par les journaux ou par les magazines tendent à entretenir, parce qu'on pose des questions, on pousse les gens à penser le musulman comme différent. Donc la perception, elle est négative, les musulmanes et les musulmans doivent en prendre acte, et plutôt que de se positionner comme des victimes de la perception négative, ils doivent se prendre en main. Les Mauriciens de confession musulmane, les Européens de confession musulmane, les Américains de confession musulmane, nous tous, ensemble, nous avons un travail à faire, expliquer quelles sont les valeurs qui sont les nôtres, qu'on dit dans la dignité, l'égalité, les femmes et les hommes, le fait de servir les populations, la justice. Nous devons être beaucoup plus présents, une visibilité qui est une visibilité non pas de la différence mais de la distinction éthique, du service, parce que le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes, c'est ce que nous dit le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il nous dit ceci, le meilleur d'entre vous est le plus utile. Eh bien, soyons présents, soyons utiles, contribuons, et ça changera à transformer les perceptions. Et justement, l'impression qui dégage, c'est que l'islam est une religion qui est mal comprise. Comment est-ce que vous présentez l'islam en Europe? Justement, d'abord, c'est en présentant les fondamentaux, c'est-à-dire pas tout le temps perdre son temps à répondre aux critiques, parce qu'on finit par passer son temps à dire ce que l'islam n'est pas. Non, l'islam n'est pas terroriste, non, l'islam n'est pas... Non, l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est la dignité, c'est se libérer de son ego, c'est maîtriser ses pulsions, c'est donner aux êtres humains, c'est s'occuper des pauvres.
dans la prière et la spiritualité, c'est éduquer son cœur, maîtriser ses émotions, maîtriser sa colère. Toutes ces valeurs que l'on partage avec d'autres et dans la tradition musulmane sont profondément ancrées. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure, vous n'allez pas vers Dieu, vous n'allez pas vers le sens de votre vie si vous manquez de respect à vos parents. Vous n'êtes pas dans le cheminement de Dieu si vous ne savez pas regarder le pauvre. Vous n'êtes pas dans la lumière de Dieu si vous ne respectez pas la nature. C'est cela que les musulmans, c'est de cela dont je parle. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous revenions aux choses essentielles et que nous disions que nous sommes des agents de paix, non pas des agents de guerre. Justement, Tariq Ramadan, j'ai noté sur votre site internet que vous avez fait le constat suivant. La conscience islamique contemporaine traverse une crise profonde. Donc la question qui se pose, c'est comment être musulman aujourd'hui, comment être fidèle à ses principes tout en restant ouvert sur le monde. Tout à fait. Et je pense que, au travers des questions que vous posez, c'est bien ceci. On a le choix de répondre à la perception et d'être toujours sur la défensive et de se justifier, ou alors d'être présent, d'être serein, d'être confiant, de porter ses valeurs et de servir. Aujourd'hui, ce que je peux attendre, mais c'est ce que le message de l'islam dit à toutes les femmes et à tous les hommes. Soyez sereines, soyez sereins, portez votre message avec la dignité de ceux qui savent où ils vont et de ceux qui savent à quoi ils servent. Et soyez dans la société des acteurs qui ne confondent pas, parce que c'est un des éléments que je dis sur l'article que vous citez, qui est sur mon site, c'est ne prenez pas les moyens pour les fins. Les finalités sont des finalités de justice, de dignité, et soyez des personnes qui servez dans votre communauté humaine, les femmes comme les hommes, les musulmans comme les personnes d'autres traditions religieuses ou sans tradition. Et justement, il y a une question qui fait l'actualité, c'est le rôle de la femme en islam, Tariq Ramadan. Donc dans une société islamique, est-ce que la femme est rétrogradée au second plan par rapport au sexe masculin à l'heure où on parle de plus en plus de l'égalité des genres? Ben écoutez, ça c'est une vraie question, parce que l'islam n'a pas de problème avec les hommes. Et malheureusement, certains hommes musulmans ont des problèmes. L'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais certains hommes musulmans ont des problèmes avec les femmes et il faut qu'on rectifie ceci. En fait, dans la tradition musulmane, vous savez, moi j'ai une fille qui s'est engagée dans tout ce qui est le combat pour les femmes, la compréhension de cette lutte pour les droits des femmes, et je l'ai soutenue pour ça et je suis fier de ceci, de ma fille Mariam qui pousse dans ce sens-là. Parce que qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qui est le combat de toute une vie? C'est de dire que dans l'islam, la femme est un être autonome, que la femme elle a droit à sa spiritualité, à son éducation, que la femme elle doit pouvoir avoir droit et accès au lieu de prière, qu'elle doit être un être autonome qui doit être respecté dans la société et qu'il faut qu'on le dise aujourd'hui, même en Occident, une femme qui a les mêmes compétences qu'un homme doit avoir le même salaire. Il n'est pas juste que jusque dans l'île Maurice, une femme qui a les mêmes compétences puisse parfois avoir un salaire qui est de 30% moins que celui d'un homme dans certains secteurs. Mais comment peut-on justifier ceci? Vous voyez, vous avez la parole d'un intellectuel musulman, de quelqu'un qui a étudié les sciences islamiques, qu'on considère comme un savant et qui vous dit non, nous ne pouvons pas admettre ce qui parfois se fait au nom de l'islam et nous devons travailler à réformer ceci. Et ceux qui perçoivent que la femme est diminuée aujourd'hui chez les musulmans, parfois, ils doivent comprendre que c'est plus culturel qu'islamique et c'est aux femmes musulmanes et aux hommes musulmans de faire leur travail pour la dignité de leur religion, pour la dignité de son message, des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, non pas les uns contre les autres, mais ensemble, à faire que nos sociétés soient plus respectueuses des femmes, des hommes et des enfants, et également des personnes qui ne sont pas de notre communauté. Ça, c'est un combat d'une vie, c'est un combat difficile, c'est pas facile, même à l'île Maurice, parce qu'aujourd'hui, on a des lieux de prière, on a des espaces où les hommes prennent l'ensemble de l'espace et oublient les femmes. Inch'Allah, comme nous disons, avec l'aide de Dieu, les choses changeront, mais il faut que nous soyons déterminés à réformer cela. Tariq Ramadan, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous m'avez surpris dans les coulisses, une trentaine d'ouvrages à ce jour. Quel prochain livre nous réserve Tariq Ramadan? Écoutez, j'ai un petit livre qui est un livre sur l'introduction à l'éthique musulmane, qui est ce sur quoi je suis concentré maintenant.
un autre livre sur notre Occident, c'est-à-dire réécrire the narrative, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le récit commun. J'ai un livre d'entretien avec un grand philosophe français dont le nom sera dévoilé plus tard quand les choses seront réalisées. Puis un plus petit livre de citations et de pensées, plus léger à lire, en espérant qu'il reste profond à méditer. Donc vous voyez, il y a 4 projets, avec tout un autre pan de mon travail qui est de travailler sur 10 chantiers de l'éthique islamique appliquée en médecine, sur la question du genre homme-femme, sur la question de l'éducation, sur la question de l'environnement dont nous parlions, sur la question de la psychologie, sur la question des médias. Tout ce travail-là que j'ai avec mon centre sur la législation islamique et l'éthique avec les plus grands savants musulmans du monde et les plus grands spécialistes de ces différentes matières. Donc ça m'occupe beaucoup. C'est, j'espère, avant de mourir, la part de contribution que je pourrais apporter à la réflexion commune, à l'intérieur avec les musulmans et à l'extérieur avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté et qui veulent que les hommes restent des hommes dignes. Et pour terminer l'émission, quel est le mot de la fin de Tariq Ramadan? Écoutez, j'ai envie de dire en venant ici à Maurice, on m'a rappelé quand je venais il y a 18 ans que je répétais souvent le mot « soyez serein ». Et ce que j'aimerais dire, c'est que les difficultés que nous traversons, les défis de l'avenir, sont extrêmement difficiles. Il faut que nous soyons sereins, il faut que nous soyons déterminés. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent ce soir, n'oubliez jamais que la sérénité se mesure à votre force dans le courage. Soyez des citoyennes et des citoyens courageux. Ça veut dire qui ne se taisent pas quand il y a une injustice, qui ne restent pas passifs quand les choses doivent être changées et qui font de Maurice une île qui reste belle et encore plus belle à l'avenir. L'île Maurice ne restera pas belle sans le courage des Mauriciennes et des Mauriciens. Professeur Tariq Ramadan de l'Université d'Oxford, je vous remercie de votre présence sur ce plateau de l'MBC. Merci infiniment de votre invitation. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que les prochaines conférences publiques du docteur Tariq Ramadan sont prévues pour le jeudi 18 avril à l'auditorium Octavier à Réduit à 14h30 et aussi à l'auditorium Mahatma Gandhi à Moka le vendredi 19 avril à 20h30. Sur ce rappel, notre émission prend fin ici. Merci de votre attention. Au revoir.